Bonjour à tous, je me présente, je suis le docteur Leila Latrousse, je suis médecin généraliste à Saint-Jory, dans la banlieue toulousaine. Je suis aussi chargée de cours à l'université de Toulouse, de médecine de Toulouse. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter un travail qui est fait dans le cadre d'une thèse qui a été fait par Aurélie Tamalé, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui parce qu'elle a accouché récemment. Et donc, j'ai dirigé ce travail et elle m'a demandé de le présenter pour vous. Donc, nous allons parler de la plagiocéphalie. Nous allons éventuellement essayer de comprendre comment sont les parents, qu'est-ce qu'ils savent les parents, est-ce que les parents sont suffisamment formés sur la plagiocéphalie positionnelle et qui sont leurs informateurs. Donc, c'est une étude qui a été réalisée en Haute-Garonne en 2015. Qu'est-ce que c'est la plagiocéphalie positionnelle? C'est une déformation asymétrique du crâne. C'est une pathologie bénigne. Elle est fréquente. La prévalence est entre 3% jusqu'à 22% en fonction des études. Elle est en augmentation depuis les recommandations américaines de pédiatrie qui préconisent le couchage sur le dos en 1990. Elle résulte des forces externes prolongées sur le crâne malléable de l'enfant. Le diagnostic différentiel de cette pathologie, c'est la craniosténose. La craniosténose, elle est due à une fermeture prématurée des sutures crâniennes. C'est une pathologie grave, rare, dont le traitement est souvent chirurgical. Il existe des mesures de prévention de la plagiocéphalie. Elles sont efficaces si elles sont appliquées avant le 4e mois. Ces mesures de prévention de la plagiocéphalie ont fait l'objet d'une recommandation en 2005 de l'American Academy of Pediatry et de la Société canadienne de pédiatrie, qui sont venus donc compléter les recommandations de 1990. Elles tiennent essentiellement en 5 points. 1. Il faut favoriser et il faut absolument coucher les nourrissons sur le dos, comme ça a été dit en 1990, mais en plus, il faut alterner le côté d'appui du crâne sur le plan du lit pendant le sommeil. Comment fait-on ça? Par exemple, un jour sur 2, on peut changer la position du berceau dans la chambre ou on peut mettre la tête à la place des pieds et vice-versa. Deuxièmement, sous surveillance, il faut placer régulièrement le nourrisson sur le ventre dès sa naissance pendant les périodes d'éveil. Troisièmement, il faut éviter l'usage excessif des sièges auto et des transats. Après, quatrièmement, il faut varier la position du bébé lorsqu'on lui donne le biberon. Ça se fait de manière naturelle quand on donne les seins, mais quand on donne le biberon, les parents droitiers, ils ont toujours tendance à donner du même côté, ou gauchers, ils ont toujours tendance à donner du même côté. Et en dernier, il faut porter une attention toute particulière aux bébés qui présentent un retard de développement psychomoteur. Donc notre objectif, c'était d'évaluer l'information reçue par les parents concernant la prévention de la plagiocéphalie et de préciser leurs sources d'information. Matériel et méthode, c'est une étude quantitative, descriptive. La population cible, c'était les parents qui avaient des enfants de moins de 2 ans. Ces parents ont été recrutés auprès de 25 crèches de Haute-Garonne qui ont été tirés au sort en janvier 2015. On a distribué des questionnaires par l'intermédiaire des directeurs et directrices de crèches et ce questionnaire comportait 4 parties. Une première partie, c'était les données socio-économiques des parents. La deuxième partie, il y avait toute une liste de conseils. On en avait mélangé des vrais et des faux. Et ces conseils portaient sur 3 choses, sur le couchage, sur la sieste et sur la période d'éveil. Après, on leur a demandé quelle était leur source d'information et on leur a posé aussi la question quel était leur avis vis-à-vis de la consultation d'ostéopathie. Pour les besoins de l'étude, nous avons défini une échelle de la qualité de l'information retenue par les parents.
L'information a été considérée comme correcte lorsque les parents avaient retenu plus de 2 bons conseils, qu'ils concernent le couchage, qu'ils concernent la sieste ou qu'ils concernent la période d'éveil. Ce seuil a permis en fait d'avoir des effectifs suffisants et de mettre en évidence des différences statistiquement significatives. Les résultats. 19 crèches ont répondu sur les 25. Nous avons analysé 181 questionnaires. La moyenne d'âge des parents était de 32 ans. 88% c'était des femmes. 37% avaient des enfants atteints de plagiocéphalie. La prévalence de notre échantillon était à 22%, ceci correspond en fait à la fourchette haute de la prévalence retrouvée dans la littérature. Concernant les conseils retenus par les parents sur le couchage, comme vous le montre ce tableau, 62% des parents ont reçu le conseil de placer le nourrisson sur le dos. Uniquement 22% ont reçu l'information complémentaire de varier la position de la tête. Après, comme on peut le voir, il y a eu des mauvais conseils qui ont été donnés, notamment de coucher le nourrisson sur le côté ou de recommander un coussin anti-plagiocéphalie. Concernant les conseils retenus par les parents sur la période de sieste, on voit que 55% n'ont reçu aucune information concernant la sieste. Pour coucher l'enfant dans son lit pendant la sieste, seuls 38% d'entre eux l'ont reçu. Il y en a qui ont reçu des mauvais conseils, type de faire la sieste dans les cocoons, le transat, le cosy ou la balancelle. Le dernier tableau va parler des périodes d'éveil. En période d'éveil, il y a 44% des parents qui n'ont reçu aucun bon conseil. Seuls 31% d'entre eux ont reçu le conseil de mettre l'enfant en période d'éveil sur le ventre. Uniquement 14% ont reçu l'information de varier le côté dans les bras lorsqu'on donne les biberons. Et encore les mauvais conseils de mettre les enfants éveillés dans les cosy et les transats. Donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, dans la définition de la qualité de l'information, seuls 26% des parents ont été correctement informés, c'est-à-dire ils ont reçu plus de 2 bons conseils. L'histogramme qu'on a ici va vous montrer les informateurs principaux déclarés par les parents. Donc, comme on peut voir, l'informateur principal, ici, est le pédiatre, suivi de très près par l'ostéopathe, et on voit que le médecin généraliste arrive en dernière position à 6%, bien loin derrière les sages-femmes et derrière les brochures, voire la famille. Quant à la qualité de l'information, en fonction de la source d'information, on voit que les ostéopathes arrivent en premier. En effet, 50% des ostéopathes, 50% des parents bien informés ont reçu l'information par les ostéopathes. Vient après les pédiatres, et là encore, les généralistes sont en dernier, bien après les sages-femmes, la famille et les brochures. Un dernier résultat concernant l'ostéopathie. 39% des parents consultent un ostéopathe. Alors quand je dis ostéopathe, ça veut dire non médecin, sinon je précise que c'est un médecin ostéopathe. Consiste à un ostéopathe systématiquement à la naissance, même s'il n'a aucun problème. 6% le consultent même à la place du médecin. Et 31% le consultent en parallèle à un médecin. Alors, la discussion. La faiblesse de notre étude. C'est une étude descriptive, donc elle a un faible niveau de preuve. Il y a un biais de mémorisation. Il peut y avoir des pertes de données parce que les questions sont fermées. Il peut y avoir aussi des réponses induites. Il existe un énorme biais qui est un biais de sélection, étant donné que les crèches sont plus dans le milieu urbain et semi-urbain, donc la population rurale n'est absolument pas représentée. Qu'est-ce qu'on peut dire donc de ce travail?
c'est qu'en fait, il faut donner des consignes claires et complètes sur le couchage du nourrisson. Les recommandations sur la mort subite du nourrisson de l'American Academy of Pediatrics, actualisées en 2005, n'étaient pas assez médiatisées dans leur intégralité. Il faut que les recommandations qu'on donne aux parents concernant le couchage n'aillent pas à l'encontre des recommandations de la mort subite du nourrisson, comme on l'a vu, où il conseillait de faire dormir les enfants sur le côté. Pendant les siestes, il est très important de renforcer le message de la non-utilisation du transat cosy et balancelle. Après, il faut valoriser la position ventrale pendant la période d'éveil. Je pense que cette position ventrale, elle a été diabolisée suite à la mort subite du nourrisson. La maternité est un lieu privilégié pour informer et pour initier ces conseils de prévention de la plagiocéphalie. Alors, la place de l'ostéopathie dans la prévention de la plagiocéphalie est-elle justifiée? On sait que le nombre d'ostéopathes augmente, donc il y a une offre de soins importante. L'ostéopathie n'a toujours pas fait ses preuves en termes d'efficacité dans la prévention de la plagiocéphalie. Selon les médecins ostéopathes de France, l'ostéopathie crânienne est recommandée pour des bébés dont la naissance difficile avait déformé la tête. Ce message, apparemment, il a trouvé un écho important auprès des parents, puisque 39% d'entre eux consultent systématiquement un ostéopathe. Il faut rappeler quand même que les manipulations du crâne, de la face, du rachis du nourrisson de moins de 6 mois n'est légalement possible qu'après un diagnostic établi par un médecin attestant l'absence de contre-indication. En conclusion, la prévention de la plagiocéphalie et la mort subite du nourrisson doivent se faire de manière parallèle, et ce, dès le séjour en maternité. Ces messages de prévention doivent être relayés par les médecins, qu'ils soient pédiatres ou généralistes. La plagiocéphalie doit être abordée en formation initiale et en formation continue. Et peut-être qu'il faudra un jour envisager d'inscrire ces conseils sur le carnet de santé. Et ces conseils doivent être absolument commentés par un médecin, qu'il soit pédiatre ou qu'il soit généraliste. Voilà.